Recording in progress. L'oxyphosphate de zinc, utiliser ce matériau d'assemblage, cet oxyphosphate de zinc. Continue. Oui, continue. D'accord. Alors, l'oxyphosphate de zinc, il est passant obsolète. Vous connaissez certainement le ciment vérénomère qu'on utilise également actuellement. Et il est effectivement ciment vérénomère plus intéressant. Réfléchi est toujours là. Donc, ça se voit que c'est un sujet qui est... C'est bon? D'accord, merci. Et on va voir bien sûr les matériaux de collage. Je vais vous donner les plus importants, c'est-à-dire les cols sans potentiel adhésif intrinsèque, je vais vous donner quelques-uns, avec potentiel adhésif intrinsèque, et les cols automordensants et auto-adhésifs. Donc la problématique que l'on va se poser, c'est que dans l'abondance de ce choix, merci mes amis, merci, au revoir. Je défie ici. Alors, c'est vrai que le choix est thérapeutique, mais malheureusement, ça peut engendrer une source de confusion et des difficultés d'utilisation. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des matériaux d'assemblage, de collage, qui doivent être utilisés à l'abri de l'humidité, et c'est impératif, sinon ça peut compromettre, bien sûr, collage ou notre assemblage. Il y a plusieurs qualités qui sont requises par rapport à ces matériaux d'assemblage. On a des qualités biologiques. Eh bien, il faut que ces matériaux d'assemblage puissent protéger donc les aliments, un pH neutre et un effet bactériostatique qui est intéressant. Maintenant, les impératifs cliniques, la prise doit être relativement rapide et la manipulation. La stabilité de la teinte également dans le temps, parce que ça aussi c'est important. Et donc, le choix du matériau d'assemblage est important, dans le sens où nous allons choisir des matériaux d'assemblage en fonction du biomatériau ou du matériau de restauration que vous avez choisi. Si on choisit la vitrocéramique est beaucoup plus translucide, à ce moment-là, je vais utiliser un matériau d'assemblage sous forme de collage, parce que la vitrocéramique, elle colle bien, donc il y a un pouvoir d'adhérence très élevé. Et donc, ces matériaux de collage sont choisis en fonction des teintes. Vous avez tout un panel. Comme ça, vous avez des seringues avant Y, c'est zircone qui est relativement opaque, des cols avec plusieurs teintes, tout un panel de teintes. Donc, on peut utiliser une teinte opaque. Ça n'a aucune importance, ce n'est pas de la vitrocéramique. C'est des céramiques qui sont opaques, donc ça ne va pas réfléchir, ça ne va pas transpirer, c'est-à-dire que la teinte, elle ne va pas transpirer à travers la restauration. Alors, le rôle d'un scellement ou d'un collage. Le rôle, alors on a deux rôles essentiels. Vous avez vu que j'ai mis participe à la rétention. Alors, si la restauration n'a pas été, si les principes de taille ne sont pas respectés, le problème qui se pose, c'est le manque de rétention. Ce n'est pas avec un matériau d'assemblage qu'on va obtenir la rétention, surtout par rapport au mode d'assemblage traditionnel. Donc, le rôle de l'assemblage, du scellement ou du collage, c'est surtout en première position d'assurer l'étanchéité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire fermer l'espace entre la dent et la restauration ou le hiatus dentoprothétique.
Alors, il faut savoir que, selon Macleay, c'est un monsieur qui a été visionnaire, puisqu'en 1975, il a dit que les restaurations tout céramiques devaient avoir leur place en première intention. Donc, il est visionnaire, ce monsieur. Alors, lui dit qu'un hiatus dentoprothétique est cliniquement acceptable, je dis bien cliniquement acceptable, s'il est inférieur ou égal à 100 micromètres. 100 micromètres. Donc, c'est vrai que quand on fait des coupes au microscope et qu'on arrive à voir au microscope électronique à balayage, le hiatus existe, il est toujours là. Il doit être inférieur ou égal à 100 micromètres. S'il est supérieur, à ce moment-là, ça va compromettre votre sciellement ou votre collage, surtout le sciellement, et le résultat final, c'est que, après quelques jours ou peut-être un mois, il va y avoir un décellement de la pièce prothétique. Alors, vous avez vu que c'est en deuxième intention que ce sciellement ou ce collage va participer donc à la rétention. Il participe à la rétention. Le rôle principal du matériau d'assemblage, ce n'est pas d'assurer la rétention, mais il participe. Voilà. Donc, je voulais donc mettre l'accent là-dessus parce que c'est très important. Alors, le but maintenant de ces matériaux d'assemblage, c'est de maintenir une structure prothétique dans le temps et surtout d'assurer la pérennité. C'est ça le but principal. Alors maintenant, on va voir un petit peu cette étanchéité du joint dentoprothétique. Il faut savoir que ce joint dentoprothétique, il se situe dans un milieu où on a des agressions salivaires, où il y a des agressions thermiques, bien sûr, c'est le milieu de la cavité buccale, forcément, où il y a des agressions bactériennes, il y a également des agressions chimiques et également des forces de mastication qui peuvent être, bien sûr, selon les trois plans, pendant la mastication, selon les trois plans de l'espace. Et donc, tous ces facteurs peuvent engendrer une détérioration qui peut aboutir à un décèlement. C'est pour ça que c'est très important de respecter scrupuleusement les principes de taille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter d'avoir un surcontour au niveau de la restauration. Si votre limite cervicale n'a pas été réalisée correctement, forcément, le prothésiste ne pourra pas faire de miracle. Donc, vous allez avoir soit un surcontour, soit un sous-contour. Et à ce moment-là, le joint dentoprothétique ne va plus assurer cette étanchéité. Et le problème qui va se poser, c'est que ça va se détériorer puisque vous avez toutes ces agressions au niveau de la cavité buccale qui va donc engendrer un décèlement de votre restauration. Alors, on va juste faire une classification de ces matériaux d'assemblage. Il faut savoir qu'ils sont départagés en trois parties. On a trois types de matériaux d'assemblage. On a les ciments traditionnels en première position. Je vous ai dit qu'ils ne sont toujours pas obsolètes. Vous avez les matériaux hybrides que l'on va voir et les cols. Alors, les trois grandes familles de matériaux d'assemblage, d'abord les ciments conventionnels ou traditionnels. Alors, ces ciments ont un mode de durcissement selon une réaction acido-basique. Donc, il y a une poudre liquide et le malaxage, mise en bouche, mode de durcissement acido-basique. Il n'y a pas de mode, il n'y a pas un facteur d'adhésion. Les matériaux, ils sont situés entre les ciments traditionnels et les cols. Alors, ces matériaux hybrides ou ces ciments bérionomères modifiés par adjonction de résine, ils ont une double réaction de prise, c'est-à-dire une réaction acido-basique comme les ciments traditionnels et une réaction de polymérisation qui est très intéressante dans le sens où on peut avoir scellement et collage en un seul temps. Ils sont entre les scellements et les collages. On va voir ensuite leur indication et vous avez les cols qui sont donc dont le mode de durcissement c'est uniquement une polymérisation, mais sous contrôle d'humidité pour certaines colles, bien sûr. C'est très important d'utiliser donc une digue ou isoler donc votre restauration ou votre substrat prothétique par rapport à l'humidité au niveau de la cavité buccale. Sinon, ça peut compromettre votre collage. Alors, les ciments traditionnels, on va voir un petit peu leur indication, c'est qu'ils ont une faible propriété mécanique parce qu'ils peuvent, je vous ai dit, c'est des ciments malheureusement qui sont solubles dans les fluides buccaux, très solubles. Donc, si vous avez un joint dentoprothétique qui n'est pas hermétique, à ce moment-là, il va y avoir donc des infiltrations puisque vous êtes dans le milieu buccal, donc il va y avoir la salive, vous avez vu toutes les agressions qui existent au niveau de la cavité buccale, et donc ça va engendrer un décèlement, parce que ce sont des matériaux qui sont solubles
dans les fluides buccaux. Et s'il n'y a pas un joint dentoprothétique qui est parfaitement hermétique, à ce moment-là, ça compromet votre scellement et votre patient va revenir après quelques temps en vous disant, voilà, ma dent s'est décelée, voilà, j'ai perdu ma dent. Il n'y a pas de potentiel adhésif pour les ciments traditionnels. Par contre, la manipulation est aisée pour ces ciments. C'est ça l'avantage. Mais la résistance à la fracture est inférieure à celle des cols, forcément. Pour les matériaux hybrides ou les scellements adhésifs ou les CDMA, on a dit qu'on c'était un intermédiaire entre les ciments et les cols. Il y a en fait un compromis entre efficacité et simplicité de manipulation. Mais l'avantage de ces ciments, c'est qu'ils ne craignent pas l'humidité. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut les utiliser même si on est en intracirculaire. Ça veut dire que si je n'utilise pas de disque, parce que je n'ai pas le temps ou parce que je ne sais pas l'utiliser, à ce moment-là, c'est bien d'avoir ces matériaux hybrides ou ces matériaux de scellement adhésif. Ça nous permet donc, on va dire que ça va être notre joker. Je peux aussi bien sceller et coller des restaurations à base, par exemple, des restaurations céramo-métal, infrastructure métallique, comme je peux avoir un scellement adhésif des restaurations all céramique, tout céramique. On va voir ensuite les indications. Alors, pour les cols, on n'utilise pas les cols parce que j'ai envie d'utiliser une colle. Alors, maintenant, si je recherche une forte adhésion, à ce moment-là, j'utilise mes colles. Alors, la polymérisation, elle se fait à l'abri de l'humidité, il faut savoir. Et le collage, il faut savoir, ça c'est très important, j'ouvre cette parenthèse et j'insiste là-dessus, il faut savoir que le collage renforce l'organe dentaire. Il renforce l'organe dentaire, donc cet organe dentaire va résister à la fracture, aussi bien de la céramique, et ça va éviter le décollement ou un décellement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un moignon qui est un petit peu court, parce que ça arrive, je peux avoir comme ça un espace interarcade qui n'est pas très important, ou alors je peux avoir, j'ai tellement taillé que j'ai un petit moignon tout court, où j'ai accentué ma convergence. À ce moment-là, il vaut mieux coller que sceller, puisque je sais que le collage va renforcer mon organe dentaire, mais bon, il ne faut pas que ce soit une habitude. Je peux faire des erreurs, c'est vrai, et je peux donc essayer de rattraper mon erreur en réalisant un collage. À ce moment-là, je suis tranquille. Voilà. On va voir ça avec plus de précision. Alors donc, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que face à toute cette gamme de matériaux d'assemblage différents, l'assemblage constitue la dernière étape, mais est-ce qu'il existe le matériau d'assemblage universel que l'on peut utiliser sous toutes les restaurations? Le matériau idéal, malheureusement, n'existe pas, il faut faire un choix raisonné. Alors, on va commencer donc à donner les différents matériaux d'assemblage. Les ciments traditionnels. En tête de liste, les ciments phosphate 2A. Je vous ai dit que c'est ces ciments qui sont centenaires, mais qui ne sont pas obsolètes. Alors, leur utilisation, il y a quand même un protocole à respecter. Il faut toujours se référer aux indications, scrupuleusement aux indications du fabricant. Vous avez donc des petites cuillerées d'os. Alors, en principe, le produit, il est comme ceci. Ce que vous voyez sur la petite flèche verte que vous voyez, il vient en principe conditionné sous forme de poudre liquide. Alors, avant de l'utiliser, moi, je vous conseille ça c'est des petits trucs et astuces, je vous conseille de toujours essayer de secouer. Vous secouez la poudre et le liquide. Alors, vous aérez la poudre, c'est très important de l'aérer. Je ne sais pas où c'était conditionné. C'est peut-être pas à l'abri d'humidité, donc je préfère prendre mes précautions pour ne pas compromettre mon scellement. Donc, je vais secouer ma poudre. Je vais secouer mon liquide parce que parfois, ça décante. Vous avez de l'eau qui va aller en surface, donc je secoue les 2 flacons. Et là, j'ai ma petite cuillerée d'os. Je peux avoir, donc ça dépend du scellement, si j'ai une restauration unitaire ou si j'ai une restauration plurale. Donc ça dépend. Alors, si j'ai une cuillerée d'os, en général, pour une goutte, ou alors je peux aller jusqu'à 2 gouttes. D'accord? Alors, je vais prendre donc une cuillerée ou 2 cuillerées d'os, peu importe. Ensuite, vous avez la photo d'après. Vous allez étaler cette poudre avec votre spatule à malaxer. Vous étalez bien votre poudre, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais départager ma poudre en 4, en 6, en 8, jusqu'à 12 portions, d'accord? C'est très important de faire cette manœuvre. Vous allez voir pourquoi. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais prendre sur la photo du bas, regardez un petit peu avec la spatule, donc je vais prendre ma poudre vers mon liquide, vers ma goutte. D'accord? Donc, je vais prendre une petite partie de ma poudre
que je vais donc commencer à malaxer, d'accord? Je malaxe et je dois exercer une petite pression pour écraser ma poudre. Donc, j'écrase ma poudre. Donc voilà. Alors, il faut éviter de laisser votre flacon de liquide ouvert, sinon l'eau va s'évaporer et vous allez ça va compromettre également votre matériau d'assemblage. Voilà, donc il faut bien, regardez bien, sur la photo du bas, on a la petite plaque bleue. On va prendre partie par partie vers le liquide, d'accord? Partie par partie vers le liquide et on va bien écraser, d'accord? On va bien écraser notre poudre. Voilà. Voilà, ça c'est la même chose. Donc, spatulation à peu près 30-40 secondes. Mais l'insertion de se faire rapidement dans les 30 secondes. Vous pouvez mettre des rouleaux, des rouleaux de coton salivaire pour isoler. Et il faut savoir une chose, ça aussi, c'est très important, c'est que le ciment final, c'est-à-dire quand vous avez malaxé et que vous allez utiliser, il faut faire très attention. Quand il commence à devenir terne, je dis bien, quand il commence à devenir terne, ça veut dire que la viscosité est trop élevée, et donc à ce moment-là, je ne peux pas enduire ma pièce, parce qu'il a commencé à faire sa prise. Alors, si vous faites l'induction, dès qu'il commence à ternir, ça va compromettre votre scellement, et là, quand vous allez sceller, vous allez avoir une surocclusion, d'accord? Donc, il faut éviter ça, il faut éviter. Donc, faites attention, il faut essayer de respecter votre timing, et surtout être observateur, c'est-à-dire que dès que je commence, si j'ai un aspect illustré, là je peux enduire mes pièces. Si je vois que ça commence à blanchir et devenir terne, je préfère reprendre la manœuvre au lieu de sceller et ensuite desceller, d'accord? Voilà, donc ça c'est un récapitulatif. Alors vous pouvez voir donc, vous avez toujours des doses, des cuillerées doses. Donc je vous ai dit pour une cuillerée dose, vous pouvez mettre deux quantités de liquide. D'accord? Et vous départagez votre poudre, vous l'étalez bien avec votre spatule et vous la départagez. Alors, là, c'est la photo du bas, vous avez une couronne céramo-métallique. À la photo de gauche, du bas, vous avez une couronne céramo-métallique. Et là, regardez un petit peu l'induction. Elle se fait juste au niveau du joint dentoprothétique. Vous n'avez pas besoin de mettre une tonne de matériel d'assemblage, parce qu'après, ça va fuser et ça va vous embêter la vie à enlever tous les excès. Donc là, c'est juste au niveau du joint dentoprothétique, ça suffit largement. Alors, dès que vous enduisez votre pièce, vous mettez en bouche immédiatement. Ensuite, vous faites fermer sur un rouleau de coton, c'est comme vous voulez. Je sais qu'avant, les praticiens utilisaient comme des petits morceaux de bois. Et ils faisaient donc fermer les patients dessus. Voilà. Et donc, on attend un petit peu la prise du matériau. Et vous pouvez, entre-temps, il ne faut pas oublier. Alors, si vous ne mettez pas quelque chose, un rouleau de coton pour que votre patient puisse bien exercer une pression, vous pouvez le faire sous pression digitale vous-même. Mais il ne faut pas enlever de vos doigts, il faut attendre la prise du matériau. Dès qu'il commence à prendre, en principe, on a à peu près pour peut-être que moins de 60 secondes, il commence à prendre dans les 30 secondes qui suivent. Alors, vous pouvez constater avec la photo de droite, l'extrême droite en bas, là, vous voyez avec votre petite spatule, vous pouvez commencer à enlever les excès avant que ça durcisse, et vous pouvez constater que la prise se fait normalement, d'accord, ça commence à durcir, et là, je vais bien éliminer mes excès, d'accord, surtout au niveau interdentaire pour éviter justement une lésion au niveau parodontal. Voilà. Alors, bon, ça c'est un cas clinique. On a deux restaurations, la 11 et la 21. La taille est réalisée. On a mis donc un fil déflecteur au niveau du joint dentoprothétique, au niveau de la limite cervicale pour l'empreinte, pour avoir une empreinte que l'on peut lire, parce que comme vous voyez sur la photo de droite, je peux lire donc que ma limite cervicale est sous forme d'un congé quart de rond. Alors là, le protocole, là, ce qu'on a choisi comme restauration prothétique, ce sont deux couronnes céramo-céramiques à infrastructure zircone à 3 YTZP, c'est-à-dire que c'était les premières
colle qui est très opaque. On utilisait sur la. Donc là, j'ai scellé avec un ciment oxyphosphate de zinc traditionnel, les deux couronnes céramique et infrastructure zircone. Comme vous pouvez le constater, donc j'ai éliminé, regardez bien la pression digitale sur la photo de gauche du bas. Donc j'ai exercé une pression digitale jusqu'à la fin de la prise. Ensuite, j'ai commencé à enlever les excès. Dès que ça commence à durcir, il faut éliminer tous les excès. Et voilà donc le résultat final sur la photo du droit. Alors, on passe maintenant au ciment vérinomère. Ciment vérinomère, mode de durcissement, réaction acido-basique. C'est toujours dans les ciments traditionnels. Alors, ces ciments également sont conditionnés sous forme de poudre et de liquide, exactement le même principe que pour les oxyphosphates de zinc. Mais il faut avoir le matériel qui va avec. Mais sinon, vous pouvez avoir la forme positive que vous pouvez utiliser de façon traditionnelle, tout à fait traditionnelle. Donc là, également, il faut respecter scrupuleusement les indications du fabricant, à savoir, vous avez donc toujours la petite cuillerée dose qui vient avec le produit. Et donc, vous avez pour une cuillerée dose, vous avez de poudre, vous avez 1,5 de liquide. 1,5 de liquide, vous pouvez avoir 2 Pardon, docteur Lechgar, pardon. Vous n'avez pas fait le partage d'écran. Le cours n'est pas affiché, oui. Depuis le début? Je ne sais pas, attendez, je vois. C'est depuis le début que vous n'arrivez pas à voir? C'est depuis le début? Ils ont dit oui. Oui, oui, ils ont dit oui. Depuis le début. Oh là là, c'est dommage, hein? Ouais. Je ne comprends pas parce que là, ça marche bien. Je vais voir avec la dame. Là, vous voyez rien du tout, c'est ça? Non. Ça veut dire que depuis le début, vous me visionnez seulement. Ah, je suis désolée. Hein. En principe, moi, c'est pas important que je paraisse parce que c'est pas ça le plus important. Excusez-moi, je vais voir tout de suite parce que là, en principe, moi, ça défile très bien chez moi. Hein. Excusez-moi, hein, madame. D'accord. Madame Kay. Madame Kay. Bien, même si je crois que depuis le début, il ne voit rien. Pourtant, c'est affiché sur l'écran, je n'ai pas compris. Vous me dites, madame, dès que vous arrivez à visionner, vous me dites, s'il vous plaît. D'accord. Ça va mieux, madame? Vous arrivez à voir? Oui, ça va. Maintenant, on voit la présentation. Est-ce que je dois reprendre de façon rapide depuis le début? Je pense qu'on doit passer les diapos vitement. D'accord, mais est-ce que je peux reprendre oui sur le chat? D'accord, je peux reprendre, mais rapidement. Oui, rapidement. Très bien, d'accord. Donc je vais revenir. Merci beaucoup. Juste faites le plein écran pour qu'on puisse oui, bien sûr. voir bien. La classification. La photo. Je ne vais pas aller jusqu'au début. Voilà. À partir de cette photo. Non, on va commencer ici. C'est pas la peine. On commence ici. Voilà. Est-ce que ça va, madame? Oui, ça va. Très bien. Allez. Donc, je vais faire rapide. Hein. Je vais aller rapidement. Merci beaucoup. Attendez les partager. Voilà. C'est mieux, madame? C'est mieux, oui. Très bien. Excusez-moi. Hein. Désolée, je ne savais pas. Hein. Alors, voilà. Donc, je vous ai dit qu'on commence par les ciments traditionnels. On a dit qu'on avait trois grandes familles de matériaux d'assemblage. Les ciments traditionnels, ce que vous voyez là, avec la flèche verte, en tête de liste, on a les oxyphosphates de zinc qui sont centenaires. Alors, juste comment les utiliser? Ils sont de forme de poudre liquide. Poudre liquide,
Alors, ils sont conditionnés sous cette forme. Moi, je vous donne mon avis, c'est-à-dire c'est un conseil. Avant de les utiliser, moi, je vous conseille de d'abord toujours secouer les flacons. Poudre liquide, les deux. Alors, pour aérer votre poudre et en même temps votre liquide, parce que parfois ça décante. Et donc là, c'est pas très intéressant de les utiliser dans cette forme. Dose avec le matériau. C'est des matériaux qui ont 100 ans, mais qui ne sont toujours pas obsolètes. C'est-à-dire que je peux les utiliser même sur de la céramique. Polycristalline, c'est-à-dire la zircone. Alors, ce que vous voyez sur la photo du haut, c'est donc j'ai pris une cuillerée dose, vous pouvez prendre en fonction de votre restauration si vous êtes en plural ou en unitaire. Donc pour une cuillerée dose, j'ai en principe, je vais mettre 2 gouttes de liquide, 2 gouttes de liquide. Vous pouvez mettre une goutte de liquide si vous voulez, mais ce qui est intéressant de voir sur la photo à côté, donc vous l'étalez avec votre spatule. Ensuite, vous partagez votre pâte. Vous la partagez en 4, en 6, en 8, jusqu'à 12 parties. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais regarder bien sur la photo du bas. Je vais donc incorporer ma poudre à mon liquide. J'incorpore ma poudre, c'est-à-dire que je prends une première partie de ma poudre et je vais écraser, d'accord, ma poudre avec mon liquide pour pouvoir homogénéiser. Donc, le rapport poudre-liquide, je vous ai dit, peut varier de 1 à 2. Alors, ce que vous voyez ensuite sur la photo du milieu, c'est, vous avez vu, on a départagé cette poudre. Vous pouvez le faire, même si vous voulez, en 6 ou en 4, c'est comme vous voulez, mais il vaut mieux. Vous allez donc incorporer votre poudre à votre liquide, spatulation à peu près 30-40 secondes, pendant 30 secondes. 30 secondes à peu près. N'excédez pas 30 secondes. Ainsi, la prise va commencer à se faire. Alors, il faut faire très attention. Le ciment est utilisé quand il est. Et dès qu'il commence à devenir opaque, il faut éviter d'utiliser parce qu'après, ça va compromettre votre assemblage et donc ça va se répercuter, c'est-à-dire que ça va se répercuter sur l'occlusion. Vous allez avoir une surocclusion. C'est-à-dire que le patient, il va vous dire, s'il commence à devenir opaque, je préfère refaire, et donc refaire ma manœuvre, c'est-à-dire refaire ma préparation, jeter le matériel d'assemblage que j'ai utilisé et reprendre à zéro. Voilà. Donc, il doit être regardé comme la photo de droite, il est parfaitement lustré. Alors, ce que je voulais vous dire également, donc ce que vous voyez sur la photo avec la petite préparation sur la plaque bleue, vous avez vu qu'on a départagé toujours notre poudre. On l'a étalée, ensuite départagée. Alors, ce que vous voyez maintenant sur la photo du bas, à gauche, c'est une couronne céramo-métal. Alors là, c'est l'induction. L'induction, je vous ai dit que quand votre produit est lisse, à ce moment-là, je peux enduire la pièce prothétique. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre une tonne de matériel d'assemblage. Vous allez juste sur le joint dentoprothétique, ça suffit largement, d'accord, pour ensuite gérer vos excès aisément. Donc, quand vous avez enduit, vous incorporez tout de suite en bouche, sous pression digitale, quand vous êtes dans le secteur antérieur. Si vous êtes dans le secteur postérieur, vous faites fermer votre patient sur, par exemple, un morceau de bois, si vous avez comme ça une petite spatule, ou alors sur un coton salivaire, 2 cotons salivaires, ou alors vous pouvez utiliser une instrumentation où vous pouvez fermer votre patient pour pouvoir éliminer tous les excès. Et là, sur la photo de droite du bas, vous allez éliminer vos excès avec une sonde et vous allez constater que la prise commence à se faire. Voilà. On passe maintenant, ça c'est un cas clinique, donc ce sont deux couronnes qui ont été faites en céramo-céramique à zircone, infrastructure zircone, stratifiée par de la feldspathique, une céramique qui est très esthétique. Donc il faut savoir que les premières zircones, la 3YZP, étaient opaques. Et donc c'est pour ça qu'on l'utilisait beaucoup plus en infrastructure. Et ensuite, on stratifiait avec la céramique feldspathique, une céramique très esthétique. Donc après la taille, vous avez vu qu'on a respecté les principes de taille. Fil déflecteur pour la prise d'empreinte, pour pouvoir lire l'empreinte, c'est très important. Quand on prend une empreinte, il faut lire son empreinte pour voir si on a une limite cervicale qui est homothétique, ça veut dire qui est la même au niveau vestibulaire, proximal et palatine. Alors à ce moment-là, vous allez voir que j'ai utilisé un matériau d'assemblage tout à fait traditionnel, l'oxyphosphate 2A, on a vu tout à l'heure.
Donc, c'est pas, il est toujours d'actualité sur ces infrastructures, sur ces deux couronnes zircon, infrastructure zircon. Donc là, vous constatez également sur la photo du bas que je suis sous pression digitale jusqu'à la prise complète. Ensuite, dès que je constate que mon matériau commence à durcir, je vais enlever les excès et résultat final. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un matériau opaque, mais étant donné que j'ai utilisé une zircon qui est opaque, donc je suis tranquille. Ça ne va pas transpirer à travers ma zircon. Elle est opaque, j'utilise un matériau opaque, je ne vois pas quel est l'inconvénient. Alors, on passe maintenant au ciment verre ionomère, qui est la deuxième tête de liste des ciments traditionnels qui sont très utilisés. Les ciments verre ionomère, alors, ils sont toujours conditionnés sous forme de poudre liquide, comme les oxyphosphates de zinc, exactement. Ce que vous voyez avec la flèche bleue, on peut les conditionner également sous forme de capsule. Ça existe, mais il faut avoir le matériel avec. Mais bon, moi, on peut l'utiliser sous forme poudre liquide, il n'y a aucun inconvénient. Alors, là aussi, selon l'ADA, on a donc, vous avez toujours des curées doses qui viennent avec le produit. Vous avez une curée donc dose de poudre, et vous avez un essuie-poudre au niveau du flacon qui vous permet d'avoir des curées rases. Alors, il faut faire très attention au dosage, parce que si vous allez excéder votre dosage, ça va compromettre votre matériel, ça va compromettre votre préparation et vous êtes obligé de reprendre donc tout le protocole. Alors là aussi, vous avez poudre liquide. Toujours prendre l'habitude de secouer vos flacons poudre et liquide, d'accord, pour aérer votre poudre et en même temps pour éviter d'avoir la décantation de votre liquide. Donc là, vous êtes sûr de ne pas compromettre votre matériel d'assemblage. Mais par contre, la seule particularité de ces ciments verre ionomère, donc là aussi, c'est une réaction acido-basique. La seule particularité, c'est que là, regardez bien, là, on a scellé une prémolaire toujours à infrastructure zircon. Seulement, non, je crois que c'est de la céramo métal, excusez-moi, céramo métal. Seulement, regardez bien, on a préservé les excès en interdentaire. On a laissé les excès jusqu'à la prise complète. Ça, c'est une remarque qui est très, 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 très importante. Ne touchez surtout pas à votre verre ionomère quand il commence à faire sa prise ou quand il est à l'état plastique ou à l'état liquide. Parce que vous compromettez votre assemblage, ça veut dire que vous allez avoir un échec. Pourquoi? Eh bien parce que les ciments verre ionomère font leur prise à l'abri de l'humidité. Alors si vous commencez à trifouiller, si vous commencez à enlever les excès alors que vous n'avez pas encore la prise du matériau, vous allez avoir un dessèlement inévitable. Donc vous êtes obligé d'attendre la prise complète de ces matériaux. Et une fois que la prise est faite, à ce moment-là, vous allez enlever les excès. C'est vrai que ça va vous embêter un peu la vie parce que c'est un peu difficile à enlever, ça colle partout, mais vous êtes obligé de respecter votre protocole, sinon ça va compromettre votre scellement. Alors, voilà, ce que je voulais vous montrer sur la photo du milieu du haut, c'est que faites attention, on va commencer par celle de gauche. Alors, faites attention pour vos matériaux, votre poudre et liquide. Pour le liquide, il faut surtout pas être en diagonale, prendre votre liquide et verser votre goutte de liquide en diagonale. Il faut que votre flacon soit vertical donc au plan ou à votre plaque à malaxer. Il ne faut surtout pas être en diagonale, parce que ça, là, vous allez diminuer votre dosage, d'accord? Il faut que ce soit une goutte franche, parce que si vous avez une demi-goutte, vous allez avoir un problème. Alors là, par contre, c'est peu importe, vous pouvez mettre votre poudre sur la plaque à malaxer, ensuite vous allez mettre votre goutte sur carrément, ou une goutte et demie, ou alors 2 gouttes, vous pouvez la mettre directement sur la poudre, peu importe. C'est pas comme les oxyphosphates de zinc. Là, vous n'êtes pas obligé de séparer, d'accord? Là, vous pouvez prendre donc votre purée dose, vous avez votre matériau, donc votre poudre, et ensuite, vous la mettez sur la plaque à malaxer, et vous allez mettre votre goutte soit au milieu de la poudre, soit vous pouvez la mettre à côté, et vous commencez à malaxer. Vous allez voir que là, les graines, elles sont beaucoup plus fines. C'est pas comme l'oxyphosphate de zinc, vous avez des graines que vous devez écraser. Là, vous allez juste un tout petit peu spaculer et regardez un petit peu le produit, là, final. Donc, vous avez vu qu'il est lustré, il est brillant. Dès que ça commence à durcir, ça va devenir un peu opaque. Et c'est à ce moment-là que vous allez donc enduire votre pièce protectrice. D'accord? Alors, on passe aux matériaux hybrides. C'est des matériaux qui sont très intéressants, je vous l'ai dit, sont entre les ciments traditionnels et les cols. Alors, on a 2 types. On a les CVIMA, les ciments verre ionomère modifiés par adjonction de résine, et vous avez les compomères. Compomères, ça veut dire que
il y a du composite et du verre ionomère. Alors, les compomères ne sont pas très utilisés parce qu'ils sont un peu embêtants à utiliser, ils sont un peu difficiles. C'est-à-dire que le protocole d'utilisation est un peu fastidieux. Donc, ce qu'on utilise le plus, ce sont les CVIMA. Regardez la forme qui existe. Vous avez en fait la forme classique que nous avons utilisée, nous, pour notre étude, c'est poudre liquide avec le conditionnement, c'est-à-dire avec l'adhésif. Le petit flacon d'adhésif que vous voyez sur l'extrême droite. Alors, vous avez vu la boîte, la photo de gauche sur en haut. Alors, vous avez votre boîte de Cérimar, vous avez la poudre à l'extrême gauche, le liquide au milieu, et vous avez le petit plus, c'est justement l'adhésif que vous allez appliquer sur le substrat dentaire. Alors, les formes qui existent maintenant, elles sont beaucoup plus ergonomiques et beaucoup plus intéressantes. C'est ce que vous voyez sur la photo du bas. Vous avez la forme cliqueur que vous allez voir après. Elle est intéressante et très économique. Et vous avez la forme en seringue. C'est des matériaux qui sont un peu relativement chers, mais bon, je vous assure qu'ils rendent un service extraordinaire. Alors, moi, j'ai utilisé la forme poudre liquide qui a très bien marché. Et c'est une forme qui est très économique. Très, très économique. Vous pouvez réaliser des scellements adhésifs pour à peu près, on va dire, facilement 30, 40 restaurations si vous êtes économe, hein, bien sûr. Alors, on va juste voir un petit cas clinique. Alors voilà le CVIMA, je vous ai dit, c'est ce que nous avons utilisé, nous. La forme poudre liquide avec le petit adhésif en plus. Donc il faut bien sûr, là on a une restauration sur une latérale, c'est la 12. Il faut toujours nettoyer la restauration parce que vous savez, quand vous scellez avec du ciment provisoire vos restaurations et que vous déposez ensuite, il y a des ciments provisoires qui restent accrochés un petit peu au niveau de la dent, au niveau des mailles, au niveau de la dentine, au niveau du composite, parce que parfois vous avez des composites. Et maintenant, ce qui existe, ce qui est intéressant, ce qui existe sur les fauteuils, c'est qu'on peut faire un sablage sur fauteuil, c'est très intéressant. Ou alors, tout simplement, on peut avoir recours à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire que vous allez faire un petit polissage avec une pâte à polir pour enlever tous les résidus de ciment provisoire. Alors ensuite, regardez, on a la petite cuillerée d'ose. Selon l'adage, je vous ai dit, c'est une cuillerée d'ose pour 1,5 à 2 gouttes de liquide. Le liquide, c'est ce que vous avez au milieu sur la photo de gauche, tout à fait en haut. Alors ensuite, le petit plus que vous voyez sur la photo du bas à gauche, c'est l'adhésif. Donc je vais l'appliquer pendant 30 secondes sur le substrat dentaire. Alors regardez bien avec un petit pinceau. Donc j'ai pris une petite goutte et là je vais appliquer, je vais brosser mon substrat dentaire avec cet adhésif. C'est ça le petit plus en fait. Et pendant à peu près 30 secondes. Donc je vais attendre que ça s'assèche, d'accord? Je vais assécher. Bon là c'est un récapitulatif que vous voyez en haut, c'est un récapitulatif. Alors je vais faire une petite remarque, il faut éviter surtout d'utiliser des spatules en métal. Très attention parce que le métal il va donc s'imprégner et vous allez avoir ensuite un ciment verre ionomère qui sera donc un petit peu grisâtre. Donc il faut faire très attention. Vous utilisez une spatule en plastique. Donc en principe, là je vous dis, c'est impératif. Alors, donc, on a dit qu'on allait donc brosser le substrat dentaire. On attend 30 secondes, on assèche. Alors, quand vous asséchez, c'est à peu près à 10 cm. Parce que si vous asséchez en contact avec votre substrat dentaire, vous allez comme ça disperser votre liant un peu partout et vous allez compromettre votre scellement adhésif. Donc, il faut toujours être à peu près à une distance de 10 cm et doucement, d'accord, doucement, pour pouvoir assécher. Alors ensuite, j'enduis ma pièce prothétique. Je vais l'enduire. On va voir les photos. Voilà, enduction de ma pièce prothétique, toujours au niveau du joint prothétique. D'accord. Et ensuite, je peux éliminer mes excès. Ce que vous voyez sur la photo de droite, du bas, mes excès commencent à se gélifier. D'accord. À ce moment-là, je peux les enlever aisément. Dès que ça commence à devenir sous forme de gel, là, je peux enlever mes excès aisément. Et là, l'avantage, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que je peux sceller mon scellement adhésif. Je peux l'utiliser lorsque je suis en intracirculaire. C'est ça qui est intéressant. Je n'ai pas besoin de poser de digue parce que ce sont des matériaux qui n'ont pas besoin,
qui ne craignent pas l'humidité, c'est l'avantage. Donc, je peux, si je suis en intracirculaire, ça dépend parce que parfois vous avez des dendrochromies dans le secteur antérieur, et là, je ne peux pas rester en supra, c'est pas possible parce que je vais avoir le liseré grisâtre qui va apparaître. Juste à gingival, si j'ai une dyschromie, là aussi je risque. Par contre, si j'ai un moignon qui est court, je suis obligé d'aller en intracirculaire. À ce moment-là, je peux réaliser un scellement adhésif, je suis tranquille, parce que là, je suis tranquille, je n'ai pas le liseré grisâtre qui ne va pas transparaître, puisque je suis en intra. Donc, je vais faire un scellement adhésif qui va me permettre donc de sceller à tranquille. Je n'ai pas besoin de poser ma dique. Et j'ai fait un scellement adhésif, c'est-à-dire un scellement qui va être un compromis entre le scellement traditionnel et la colle. Surtout si j'ai des moignons qui sont courts. Et là, je vous assure, là, je j'ouvre une parenthèse, je vous dis que juste, je veux partager avec vous et vous dire que je n'ai eu aucun échec sur à peu près une centaine de restaurations. J'ai eu 0 échec avec les célimats. 0 échec. Je dis bien 0 échec. On passe au ciment polycarboxylate. Ils ne sont pas très intéressants, ces ciments. Intéressants dans le sens où ce ne sont plus des ciments, des ciments qu'on utilise traditionnels définitifs parce que ils sont très fragiles du point de vue propriété mécanique. Et c'est pour cela qu'on les utilise pour sceller, par exemple, des prothèses sur implant. Ils sont intéressants parce qu'on peut après les déceler aisément. Voilà. Donc, on les utilise presque plus, sauf pour les prothèses sur implant. Ils sont intéressants dans le sens qu'on les utilise particulièrement en tant que ciment provisoire. Ce n'est plus des ciments définitifs. Alors, on passe aux colles maintenant. On a 3 types de colles, de matériaux de collage. On a les colles qui n'ont pas de potentiel adhésif intrinsèque. On a les colles qui ont un potentiel adhésif intrinsèque. Et on a les colles auto-adhésives et auto-mordançantes. On va voir les différences entre les trois. Alors, pour les colles, c'est des polymères qui durcissent par polymérisation. Alors, on a les colles qui sont chémo et les colles photopolymérisables et on a les colles duales. Alors, les colles duales, elles sont intéressantes dans le sens où vous allez coller, par exemple, un tenon en fibre de verre ou alors vous allez coller également un tenon en pic, parce que maintenant ça existe, les tenons en pic. On peut faire comme ça des tenons radiculaires en pic. Et donc, ce qui est intéressant pour les colles duales, c'est que la colle, elle continue à durcir dans le temps, d'accord? Par contre, si vous utilisez des photopolymérisables dans le cas de restauration coronoradiculaire, c'est pas très intéressant parce que ça peut compromettre votre collage, parce que si vous avez une reconstruction qui est un peu profonde, là, vous risquez de compromettre votre collage. Donc, il vaut mieux utiliser les duales, elles sont beaucoup plus intéressantes et ça vous permet d'avoir un confort d'utilisation parce qu'elle continue sa prise. Donc, vous avez tout le temps nécessaire pour pouvoir faire votre collage. Vous n'avez pas de stress ou quoi que ce soit. Alors, les colles sans potentiel adhésif, la particularité de cette colle, c'est que vous devez impérativement conditionner aussi bien le substrat dentaire que le prothétique. Il faut conditionner les deux. Sinon, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un etching sur ma dent, je fais un etching sur mon substrat prothétique. Sur ma couronne, tout céramique, c'est en particulier de la vitrocéramique qu'on colle parce que c'est une céramique qui a beaucoup plus de verre. C'est une céramique vitreuse où vous n'avez pas beaucoup de où ce ne sont pas des céramiques qui sont, si elles sont renforcées, mais il y a beaucoup plus une masse vitreuse qu'une masse cristalline. Elles sont renforcées, bien sûr. Ce n'est plus les céramiques feldspathiques qu'on utilisait avant. Elles étaient belles, mais très esthétiques, mais très fragiles. Mais maintenant, ces vitrocéramiques, elles ont été renforcées. Ce qu'on avait dit la dernière fois dans la conférence qui a été faite la semaine passée. Donc, je vais juste vous donner les grandes lignes. Si vous ne conditionnez pas le tissu dentaire et prothétique, ça ne veut pas coller. Vous allez compromettre votre collage. Donc, il faut toujours un traitement de surface. C'est très important. Il faut utiliser un adhésif et vous utilisez des colles qui soient duales ou photo, c'est comme vous voulez. Donc, c'est en fonction de ce que vous avez. Alors, dans un premier temps, je vous ai dit, il faut toujours nettoyer votre restauration parce qu'on a toujours comme ça des résidus. Soit vous faites un microsablage, soit vous nettoyez, vous décontaminez, par exemple, la chlorhexidine, si vous avez du composite. Vous pouvez utiliser un sablage ou alors vous pouvez faire tout simplement, tout bêtement, un etching. Ce n'est pas interdit, d'accord? Pour que ce soit propre, d'accord? Et en ce qui concerne le substrat prothétique, c'est la même chose. Vous faites une décontamination à la chlorhexidine ou alors vous faites un microsablage. Donc ensuite,
Alors, regardez bien pour les cols sans potentiel adhésif, vous êtes obligé de faire un mordançage aussi bien de la dent, d'accord, ce que vous voyez sur la photo de gauche, et vous allez aussi mordancer le substrat prothétique, comme vous voyez en jaune. C'est-à-dire que pour la dent, j'utilise l'acide orthophosphorique pendant 30 secondes sur l'émail, 15 sur la dentine. Ensuite, on rince pendant 30 secondes. Et vous avez l'acide fluorhydrique qui est utilisé sur le substrat dentaire, substrat prothétique, pardon, sur la vitrocéramique. Soit vous utilisez le système Emax, ou alors vous avez d'autres systèmes, ça dépend de ce que vous avez utilisé. Mais vous êtes obligé de faire le etching sur la dent et sur la prothèse que vous avez, ou le hall cérame que vous allez coller. Donc à peu près 20 secondes sur le système Emax et 60 sur l'empresse. Ça dépend, peut-être qu'il y en a qui utilisent le système empresse. Il faut rincer et sécher. Ensuite, sur la photo du bas, vous devez impérativement utiliser ensuite, je vais vous montrer les photos qui sont beaucoup plus intéressantes, c'est l'application d'un silane. Alors, sur la dent, vous utilisez l'adhésif, excusez-moi, sur la dent, le substrat dentaire, ce que vous voyez sur la photo du bas, c'est un adhésif que vous allez polymériser, photopolymériser, d'accord? Et sur le substrat prothétique, c'est la même chose, vous utilisez un silane. Alors, le silane, on va le dire comme ça, c'est un agent de couplage. C'est comme si que vous aviez un train, d'accord? Vous avez la locomotive. Alors, cette locomotive est reliée au wagon par un autre wagon. Donc, le silane, c'est le wagon qui va relier la locomotive aux autres wagons, d'accord? Donc, c'est un agent de couplage, tout simplement, qui va vous permettre une adhésion maximale. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je vous dis que ces cols, sans potentiel adhésif intrinsèque, il faut impérativement aussi bien conditionner le substrat dentaire et prothétique et travailler surtout à l'abri d'humidité. C'est très important pour ce type de colle. Voilà, donc c'est juste pour voir un petit peu au microscope électronique ce que ça donne, le mordançage à l'acide fluorhydrique. Regardez un petit peu toutes les microporosités qui existent, que vous avez réalisées quand vous faites votre etching sur l'intrado des restaurations prothétiques Olcera. Ensuite, induction de la colle. On va enduire la colle. Ce que vous voyez en bas, sur la photo de gauche, pardon, c'est une endocouronne. C'est une endocouronne qui est utilisée pour coller des restaurations dans la chambre pupllaire. Elle est intéressante dans le sens où je ne vais pas aller tripouiller dans les canaux, parce que parfois c'est très embêtant de désobturer les canaux. Parfois je peux désobturer un peu plus. Je peux être également, engendrer un canal, un faux canal. Donc ces restaurations, je suis tranquille, les endocouronnes, je vais coller à l'intérieur de la chambre. D'accord? C'est très intéressant. Donc induction de la colle, voilà, et échellement. Voilà, et collage sur la restauration. Bien sûr, vous enlevez ensuite les excès. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'initier avec votre lampe à polymériser pendant 30 secondes, à peu près 20, on va dire, 2 à 3 secondes, initier la photopolymérisation pour ensuite enlever les excès à l'état de gel. Ça sera gélifié. Et ensuite, vous initiez la polymérisation pendant 20 à 30 secondes sur chaque face de la dent. Excusez-moi. Oui, voilà. Alors, on passe maintenant au col avec potentiel adhésif intrinsèque. Alors, vous avez le Panavia. Vous avez celles des cols qui ont une fonction avec un monomère FDP. En tête de liste, c'est le Panavia. Et vous avez le monomère 4-bêta. Je pense que la plupart de vous connaissent le Superbond ou le Scotch Bond, qui a été utilisé depuis longtemps sur des bridges collés pour restaurer éventuellement une édentation dans le secteur antérieur, la perte par exemple du latéral ou la génésis latérale, qui est très intéressant, donc, et qu'on peut utiliser également sur plusieurs autres restaurations. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le mode d'assemblage pour les cols à potentiel adhésif intrinsèque. C'est qu'ils ont donc un monomère MDP qui va leur permettre d'avoir, c'est ça le petit plus pour ces cols avec un potentiel adhésif intrinsèque. Alors le Panavia, comment il est conditionné? Il est conditionné sous forme, vous avez deux head primers, parce que les deux flacons que vous voyez, vous avez deux head primers qui font office en même temps de etching et de primer, c'est-à-dire deux en un. On peut l'utiliser parce que c'est ça le petit plus, donc on a deux petits flacons, toujours secouer les flacons avant de les utiliser. Donc je vais mettre une goutte de etching, une goutte de head primer, c'est-à-dire une goutte du flacon A avec une goutte du flacon B, et je vais ensuite
mélanger et le brosser sur la restauration. Alors ensuite, j'ai également 2 tubes, comme vous voyez sur la photo de gauche. 2 tubes, j'ai donc la base et le catalyseur. Alors, ça dépend de ce que vous avez. Si vous avez une couronne à recouvrement périphérique, une couronne, à ce moment-là, vous faites un tour complet. C'est pas très économique, c'est vrai, je l'avoue. Mais bon, il faut ce qu'il faut parce que vous devez avoir impérativement la même quantité de base et de catalyseur, sinon ça va vous compromettre votre collage. Donc vous avez, pour les couronnes à recouvrement périphérique, vous avez donc un tour complet. Par contre, si vous faites des restaurations à recouvrement partiel, comme par exemple les inlays, overlays, etc., à ce moment-là, vous faites un petit quart de tour, d'accord? Ou un demi-tour, ça suffit largement. Alors ensuite, je vais donc malaxer mes 2 produits. Excusez-moi, je vais malaxer. Je vais enduire. Et ce que vous voyez sur la photo du haut, tout à fait en haut avec le petit champ vert, là, ce qui est bien avec le Panavia, c'est que vous avez un petit cache parce que ce sont des matériaux qui sont duals. Ça veut dire que ça peut durcir si vous travaillez avec des spots lumineux. À ce moment-là, je peux travailler seul, sans assistant dentaire, mais seulement je mets mon petit cache. C'est-à-dire que je vais préparer ma préparation, je vais préparer ma colle et je vais mettre mon cache et je vais attendre le temps de nettoyer mon substrat prothétique. Ensuite, je vais enduire ma pièce sur la photo du bas. Là aussi, j'ai une spatule en plastique. Faites très attention. J'enduis en bouche. Photopolymérisation, d'accord? Pendant à peu près 5 secondes d'abord, 3 à 4 secondes pour enlever les excès. Et ensuite, 20 secondes, 20 à 30 secondes sur chaque face de la dent. J'ai une autre option avec le Panavia. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une petite seringue qui contient de la glycérine, ce que vous voyez en bleu. Et je peux donc ne pas utiliser ma DIC et je peux ne pas utiliser ma lampe à polymériser puisque c'est un produit qui est dual. Donc, si j'utilise cette pâte ou comment dire, ce gel glycériné, ce qu'on appelle l'oxyguard, je vais donc l'appliquer sur toute la surface du joint dentoprothétique, aussi bien du côté vestibulaire, proximal et lingual, et je vais attendre ma prise, d'accord? Je vais attendre ma prise je vais attendre à peu près 60 secondes, le temps de la prise, et comme il va continuer, c'est un dual, il va continuer, donc je n'ai pas besoin d'utiliser ma lampe, hein, d'accord? Là, vous êtes à l'abri de l'humidité, vous êtes à l'abri parce que ça se fait en milieu anaérobie, d'accord? Il faut faire très attention. Donc, ce gel d'oxyguard va vous permettre d'assurer l'anaérobie. Vous attendez à peu près 60 secondes. Ensuite, je nettoie mon gel et j'attends. Donc, je peux libérer mon patient puisque j'ai déjà contrôlé mon occlusion en principe. Donc, je peux libérer mon patient puisque la prise, elle continue à se faire puisque c'est un produit qui est dual. Là, c'est un cas clinique. Donc, c'est un cas clinique de restauration d'une dent qui est la patiente est venue avec une petite racine. Donc, on a reconstitué avec un tenon fibré. Là, c'est toutes les étapes. L'utilisation, vous avez vu le head primer au début. Donc là, après, c'est l'utilisation de la colle, induction, photopolymérisation 5 à 5 secondes. Et ensuite, on a enlevé les excès sous forme de gélifié. Ensuite, polymérisation 20 secondes sur chaque face de la dent. Alors là, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de cet oxyguard. Je vous ai dit, si vous êtes embêté pour utiliser cette DIC, d'accord, si vous n'avez pas le temps, à ce moment-là, j'ai une alternative, c'est d'utiliser le gel d'oxyguard. Alors là, j'ai 6 restaurations unitaires. J'ouvre une petite parenthèse, parce que c'est très important de vous le dire. Et quand vous avez les 6 piliers antérieurs, alors moi, je vous conseille de ne pas utiliser, de faire un bridge complet, parce que c'est super moche, et vous n'avez jamais les embrasures. Alors, quand vous avez les 6 piliers, moi, je vous conseille de faire en unitaire. Si vous faites 6 restaurations unitaires, à ce moment-là, vous avez une esthétique absolument remarquable. Et en même temps, vous pouvez assurer vos embrasures. C'est très important. Et si vous faites un bridge des 6 dents antérieures, ça se verra que ça sera vraiment, on verra que c'est artificiel. Vous n'avez pas les embrasures. Moi, je vous conseille de faire, si vous avez tous les piliers, de vous faire en unitaire, c'est plus intéressant. Alors, la même chose ici, on a utilisé 6 armatures à infrastructure zircone stratifiées par de la feldspathite. Vous pouvez voir les 6 restaurations au niveau du cache noir, là, sur la photo de droite, au milieu. Donc, on a les 6 restaurations unitaires avec, à l'intérieur, vous avez l'infrastructure zircone, ça a été stratifié donc
avec la feldspathique. Et là, donc, j'ai donc enduit mes restaurations avec le Panavia. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait donc avec vous avez vu ma petite seringue d'oxytoire. Là, j'ai appliqué sur tout le joint dentoprothétique, aussi bien du côté vestibulaire que palatin que lingual. Je vais attendre à peu près, on va dire, 60 secondes. Je vais rincer et ensuite, je peux laisser partir le patient tranquille, puisque la prise, elle doit continuer à se faire. Et vous avez vu que là, c'est très confortable à utiliser. Je n'ai pas à m'embêter la vie à utiliser ma digue. Je suis à l'abri de l'oxygène et là, mon collage se fait de façon en bonne et due forme. Là, je vais vous donner juste l'utilisation de cette colle MDP. Ça, c'est la colle avec potentiel adhésif intrinsèque, toujours la même. On est toujours dans la même classification. Elles sont intéressantes parce que, je vous ai dit, on les a utilisées longtemps sur les bridges collés, donc ça a très bien marché pendant longtemps. Alors là, je vais vous donner juste le mode d'emploi de ces colles. Alors, vous avez les 2 flacons dans le coffret. Bon, vous avez déjà à l'extrême gauche, vous avez la petite plaque céramique. Alors, quand on est en été, il fait très chaud, donc je vous conseille de mettre un petit peu votre plaque à l'intérieur du réfrigérateur parce que parfois, si vous avez une température qui est élevée, ça peut compromettre votre collage, donc il faut faire attention, il faut être à peu près entre 15, on va dire 15, vous ne dépassez pas les 20 degrés, sinon ça compromet. Alors, vous avez également ce que vous voyez au milieu du coffret, vous avez 3 flacons. Les 2 de gauche, vous avez un flacon avec un petit capuchon vert et jaune, c'est le etching. Là, c'est pour faire le etching sur le substrat vert. Alors, le rouge, c'est pour l'émail, le vert, c'est pour la dentite. Ça dépend sur quelle couche vous êtes. Alors, si vous faites des restaurations en recouvrement périphérique, à ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser le vert parce que vous êtes sur de la dentine. Maintenant, si vous faites des bridges collés, à ce moment-là, je reste sur la dentine, je suis économe. Je ne vais surtout pas compromettre mon économie tissulaire puisque je suis toujours je respecte mon économie tissulaire selon le gradient thérapeutique de Jules Tirlet et de Jean-Pierre Attal. Alors, il faut savoir que maintenant, on est très économe en tissu. Alors ensuite, le 3e flacon, alors non, excusez-moi, je voulais vous dire, ce que vous voyez, la petite boîte bleue au-dessus, les 2 flacons vert et rouge, ce sont des petites éponges avec lesquelles vous pouvez réaliser votre etching. On passe au 3e flacon avec le petit capuchon jaune. Alors ça, c'est le monomère. C'est le monomère que vous allez utiliser avec le catalyseur. On va voir ensuite l'utilisation. Et vous avez ensuite, 2 petits pots, le vert et le mauve. Ça, c'est le polymère, c'est-à-dire la poudre que vous allez utiliser. Alors, ça dépend. Si vous avez, oui, oui, madame. Excusez-moi, oui. J'ai pas très bien entendu, excusez-moi. Il y a un problème? Je peux continuer? Il y a un problème. Est-ce que je peux continuer, madame? Pourquoi est-ce que parfois ça s'arrête? Oui, madame, vous pouvez continuer. Ah, merci bien, merci bien. Merci. On revient là. Alors, je disais qu'on avait 2 pots de poudre, de polymère. Vous avez le vert et vous avez le mauve. Alors, la particularité, c'est que vous avez une poudre qui est opaque, c'est la verte, et vous avez une poudre qui est translucide, la mauve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai des dents qui sont un peu translucides, je préfère utiliser la petite boîte mauve, parce que c'est transparent. Par contre, si j'ai un émail qui est assez, on va dire, épais, à ce moment-là, je peux utiliser le petit pot vert, donc sans problème. Alors, vous avez également ce qui vient dans le kit. Vous avez des petites cuillerées d'os. Vous regardez un petit peu, vous avez la petite cuillère à l'extrême gauche et vous avez la grosse cuillère à l'extrême droite. Donc, ça dépend de ce que vous avez. Si vous avez 2 bridges collés en même temps, il vaut mieux utiliser la grosse cuillerée. Maintenant, si vous avez un seul bridge collé avec 2 ailettes, la petite cuillerée d'os suffit largement. Alors, justement, à l'intérieur de votre plaque, vous allez donc, on va continuer, vous allez prendre d'abord le monomère. Donc, on a pris le monomère jaune. Ce que vous voyez, c'est le 3e flacon. Alors, il faut savoir que pour une goutte de monomère, j'ai, excusez-moi,
pour 4 gouttes de monomère, j'ai une goutte de catalyseur. Vous allez voir le catalyseur, comment il est conditionné. Alors, regardez un petit peu la photo de gauche du haut. J'ai pris mon monomère et j'ai mis 4 gouttes. D'accord? Attention, le flacon toujours à la verticale. Et vous appuyez bien. Ce n'est pas une demi-goutte, c'est une goutte. Il faut que ce soit une goutte franche. Donc, je secoue toujours mes flacons, je prends cette habitude, donc cette bonne habitude. Et j'ai donc 4 gouttes de monomère pour une goutte de catalyseur. Alors, le catalyseur, c'est la photo du milieu. Ce que vous voyez, c'est une seringue métallique, d'accord? Alors, vous avez à l'extrémité de cette seringue, c'est comme une petite aiguille par laquelle va donc passer cette petite goutte. Alors, c'est un produit où il faut faire très attention parce que vous pouvez gaspiller votre catalyseur. À ce moment-là, on est coincé parce qu'on ne peut plus utiliser la boîte. Donc, il faut l'utiliser avec précaution. Également, le monomère aussi, il ne faut pas gaspiller. Alors, l'extrémité supérieure de votre seringue métallique, vous avez comme une petite vis, d'accord? Et vous allez tourner votre vis, vous la tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous voyez la petite goutte à l'extrémité de la seringue, d'accord? Donc, pour 4 gouttes de monomère, j'ai une goutte de catalyseur, d'accord? 4 gouttes de monomère, une goutte de catalyseur. Ensuite, je vais donc, avec mon petit pinceau, mélanger mon monomère avec mon catalyseur. Il faut faire très attention parce que c'est très volatile. Donc, je ne vais pas rester une année pour pouvoir prendre mon polymère, c'est-à-dire ma poudre, et mélanger donc ma colle. Donc, ensuite, regardez, vous avez la cuillerée d'os avec au milieu de mon polymère, vous avez vu la boîte, j'ai pris la boîte mauve, c'est celle qui est translucide. Donc, j'ai pris une cuillerée d'os, j'ai un essuie. Vous avez vu au milieu, la petite barre, c'est pour essuyer ma cuillerée d'os pour avoir une cuillerée d'os rase. C'est-à-dire pour respecter scrupuleusement les indications du fabricant. Alors ensuite, sur la photo du bas, donc, je vais donc mettre ma petite cuillerée d'os sur le mélange monomère catalyseur, 4 gouttes de monomère pour une de catalyseur. Je vais ensuite malaxer mon produit avec mon pinceau ou avec ma spatule, c'est comme vous voulez. Regardez sur la photo de droite du bas, d'accord? J'ai donc ma colle qui est donc visqueuse, d'accord? Et que je peux appliquer, je dois faire vite, parce qu'elle est auto, hein, d'accord? Je dois l'appliquer sur mes ailettes, par exemple, si je fais un bridge collé. Donc j'applique sur mes ailettes et ensuite j'enduis mes ailettes et je vais donc enduire en bouche, mon induction en bouche sous pression digitale. Sous pression digitale, c'est très important. Alors, la particularité de cette 4 méta, c'est quoi? Sa particularité, c'est une colle qui est viscoélastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'ai des forces nocives sur mon bridge collé, sur mes ailettes, si j'ai des forces qui sont transversales, qui ne sont pas parallèles à l'axe de mes dents, à ce moment-là, c'est pas mon ailette qui va se déceler, mais c'est la colle qui va absorber le choc. Vous voyez? C'est ça l'avantage. C'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que je tiens à ouvrir cette parenthèse et à vous informer que la viscoélasticité de ma colle me permet d'amortir donc les forces. Je passe aux colles auto-adhésives et auto-mordant d'ensemble. Alors, elles sont très intéressantes dans le sens où c'est des colles qui sont très faciles à utiliser. Alors, le céramo-céramique, le all céram à infrasociocircone 3Y qui s'est stratifié par la vitrocéramique, il y a eu 0 échec. Franchement, 0 échec. Ils sont très faciles à utiliser. Vous n'avez pas besoin de préparer ni le substrat dentaire ni prothétique. Vous utilisez votre colle direct. Ou optimiser votre collage. Vous pourrez éventuellement faire un lifting, c'est pas interdit. D'accord? Vous pouvez même conditionner votre substrat dentaire, c'est pas interdit non plus. Alors, regardez la forme de cette colle automordante auto-adhésive. En tête de lix, vous avez le Relix, qui est très intéressant à utiliser et très facile, très ergonomique. Il est conditionné sous forme de cliqueur, que vous voyez sur la photo de gauche. Vous avez un cliqueur avec un petit stop. Vous avez donc une petite tige qui va stopper la progression de votre pâte parce que sinon, elle va partir et vous allez avoir donc vous allez donc gaspiller votre pâte, votre colle. Donc, vous avez un système de verrouillage, d'accord, qui est très intéressant. Et regardez un petit peu, vous appuyez sur le petit piston et vous avez les deux parties, c'est-à-dire base catalyseur, qui sortent
vous avez donc deux parties de votre colle égales que vous avez, donc vous allez faire malaxer votre colle et enduire votre pièce prothétique, d'accord? Donc elle est facile à utiliser, il n'y a pas d'embout de mélange, parce que j'aime pas trop les embouts mélangeurs, parce qu'en fait, la colle, elle reste coincée au niveau des embouts mélangeurs, et là, vous gaspillez votre colle, c'est très embêtant, c'est des colles qui sont un peu relativement chères, donc il faut éviter de gaspiller. Et là, ce produit est très intéressant, et regardez bien l'induction au niveau des pièces prothétiques. Là, j'ai deux couronnes céramique à infrastructure zircone stratifiées par de la vitro. Alors, regardez un petit peu, l'induction se fait au niveau du joint dentoprothétique, pas plus. Je n'ai pas besoin de mettre une tonne de colle. Donc là, ça suffit largement. J'enduis ma jonction dentoprothétique. Ensuite, je place mes couronnes en bouche, toujours sous pression digitale. J'initialise ma lampe. Je vais mettre 2-3 secondes pour pouvoir enlever. Regardez bien mes excès gélifiés, vous voyez, ils sont à l'état de gel, d'accord? J'ai initié ma lampe 2-3 secondes. Donc là, je suis tranquille parce que je peux les enlever en masse, d'accord? Je ne vais pas avoir de la colle qui va fuser un peu partout. Alors, cette colle automordant-soit ou auto-adhésive, vous pouvez l'utiliser à l'abri de l'humidité, mais comme vous pouvez l'utiliser également si vous êtes pressé, vous pouvez l'utiliser avec, vous pouvez contrôler votre humidité avec des rouleaux de coton, parce qu'elle ne craint pas l'humidité comme les colles qui sont sans potentiel adhésif intrinsèque. C'est ça la différence, d'accord? Donc voilà le résultat final. Ce que vous voyez en haut, c'est l'infrastructure Zircon 3YTZP. Là, on a été obligé de coller. Vous allez me dire, on a deux piliers. Pourquoi avoir fusionné les piliers? Eh bien, parce qu'on a fait un bris de contention, parce que la 21, on avait une petite mobilité au niveau de la 21, et c'est une patiente qui avait un diastème important. On a fermé le diastème et en même temps, on a réalisé un bris de contention pour éviter justement, pour pouvoir préserver la 21 le plus longtemps possible sur l'arcade. Voilà. Donc le résultat est tout à fait probant, même si vous faites une 3YTZP, si c'est une zircone qui est un petit peu opaque, mais le fait, c'est-à-dire que la stratification ou le travail manuel du prothésiste intervient à ce moment-là, et donc vous avez des résultats esthétiques qui sont très probants. Voilà. Alors, ça c'est, on va passer, puisqu'on a déjà vu ça. On passe. Là, c'est juste quelques études que je vais vous donner. Alors, le scellement adhésif, c'est les CVIMA. On me dit que c'est des intermédiaires entre scellement et collage. Ils ont des propriétés adhésives et ils sont insolubles dans les fluides buccaux. Contrairement au ciment conventionnel, ils sont très solubles dans les fluides buccaux. Propriété des CVIMA, c'est que ça va améliorer la pérennité du joint dentoprothétique, 1997 selon Vasolo et Bouters. Techniques de collage sont opérateurs dépendants malheureusement. Il faut avoir donc une assistante pour surtout les colles avec sans potentiel adhésif intrinsèque, parce que vous devez conditionner aussi bien le substrat dentaire que prothétique. Et la rétention lors du collage est hautement majorée par rapport au scellement, ça va de soi, puisque les colles ne sont pas fluides dans les, solubles dans les fluides buccaux, contrairement au scellement traditionnel. Si vous avez un problème au niveau du joint dentoprothétique, eh bien, l'inconvénient, c'est que ces ciments traditionnels sont solubles dans les fluides. Le scellement conventionnel n'a aucune propriété d'adhérence, il n'a aucune adhésion ni sur le substrat dentaire et prothétique. Les études qui ont été réalisées par Rodiger et Cole en 2010 ont montré qu'il y avait un risque important de perte de rétention avec ce mode d'assemblage, malheureusement. Alors, il faut savoir que les armatures qui sont confectionnées en 4 cam, CFAO, c'est-à-dire confection et fabrication assistée par ordinateur, elles sont fabriquées par soustraction de masse, de matière. Donc, c'est vrai qu'on a aussi les lasers, on peut les utiliser en 3D, par addition. On peut les avoir soit par soustraction, soit par addition. Il faut savoir qu'il y a une moindre friction comparativement à celles qui sont obtenues par coulée. Donc, pas de panique. Si vous avez des restaurations céramo-céramiques qui ont été réalisées en 4 cam, qui ne sont pas très rétentives, il ne faut pas paniquer parce qu'elles sont fabriquées par soustraction de matière. Donc, vous n'allez pas obtenir une rétention comme si vous faisiez une céramo-métal. C'est ça la différence. Alors, maintenant, je vous pose la question. Je pense qu'il est déjà midi 20. Alors, si vous voulez, parce que là aussi, c'est très important, les critères de choix de matériaux d'assemblage, quand sceller et quand coller. Quand est-ce qu'on va sceller, quand est-ce qu'on va coller? Donc, je pense qu'on va faire ça en deuxième partie parce que je pense qu'il est midi 20 et que vous êtes fatigué. Donc, moi, à mon avis, je pense qu'il vaudra mieux faire ça en deux parties. Qu'est-ce que vous en pensez?
pour mieux assimiler, Oui. je pense. Pardon? Alors, s'il vous plaît, je voulais vous demander, attends, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter et essayer de faire une petite discussion. C'est-à-dire, si vous avez des questions, il vaut mieux poser les questions et on fait les critères de choix de matériaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut coller ou sceller? Coller ou sceller? Ça, on le fera en deuxième partie, si vous voulez bien, la prochaine fois, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les collages et scellements. On a fait une première partie et on a parlé un petit peu des matériaux d'assemblage. Je pense que ce serait mieux parce que je pense que l'auditoire doit être fatigué. Je pense qu'il vaudrait mieux faire ça en deux parties parce que la deuxième partie est très intéressante aussi. C'est-à-dire quand est-ce qu'il faut coller, quand est-ce qu'il faut sceller. Il y a des critères quand même, des critères de sélection. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez qu'on fasse ça en deux parties? Il y a beaucoup de choses à dire en fait, hein. Coller et sceller, il y a énormément de choses à dire. Je vais peut-être vous donner la conclusion et puis la prochaine fois, on donnera les critères de choix. C'est-à-dire quand est-ce qu'il faudra sceller, quand est-ce qu'il faudra coller. Alors là, je ne sais pas, je n'entends pas. Bon, on va donc donner une petite conclusion par rapport au collage, scellement adhésif et scellement traditionnel. Alors, moi, je vous conseille quels sont les matériaux d'assemblage que vous pouvez avoir sur votre lieu de travail ou dans votre cabinet dentaire. Alors, un ciment phosphate de zinc ou un ciment bérénomère, c'est jamais obsolète. Quand vous avez une rétention suffisante de votre moignon, vous pouvez les utiliser en traditionnel, il n'y a aucun problème. Ils sont toujours utilisés. Par contre, moi je vous conseille d'avoir un CVIMA parce qu'il est très facile à utiliser et qu'il a un potentiel d'adhésion et que vous pouvez l'utiliser même si vous êtes en intracirculaire, si vous n'êtes pas à l'abri de l'humidité et si vous avez un moignon qui est très court. Et vous pouvez avoir également une colle duale, c'est-à-dire auto-adhésive, auto-mordant ensemble. Quand je vous dis, on va dire, c'est le joker, que vous avez une adhérence élevée, d'accord? Une adhérence élevée, quand vous avez une adhérence élevée qui est recherchée. Voilà. Donc j'ai terminé, mais j'ai pas eu de réponse. Est-ce que donc les critères de sélection, faut-il coller ou sceller? On fera ça en deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur ce qui a été fait, sur les matériaux d'assemblage, les scellements traditionnels, les CVIMA et scellements adhésifs et les colles? Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Oui. Pardon? Donc vous êtes d'accord, on fait ça en deux parties? Vous êtes d'accord? On fait ça en deux parties? Oui, s'il vous plaît. Donc il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Il n'y a pas de questions. Oui, pour la prochaine fois, madame. Ah, très bien, voilà. Très bien. Donc on va faire ça la prochaine fois. Il y a eu des commentaires? Prochaine fois. Ah, d'accord, très bien. Alors la date, ce sera, je ne sais pas, je pense que pendant le mois du Ramadan, Inch'Allah, je vous souhaite dans le Sahamana à tous, Inch'Allah, pour tout l'auditoire. Je voulais savoir, je ne sais pas, je pense que pendant le Ramadan, il y aura une interruption, d'après ce que m'a dit le professeur Neili. Et donc, ce sera peut-être après le mois de Ramadan. Mais en tout cas, ce sera la prochaine pour qu'il y ait une continuité. Donc, je ne sais pas. Mercredi prochain, en principe, c'est pas le Ramadan. Donc, je pense qu'on fera ça mercredi prochain, Inch'Allah.
Si vous êtes d'accord. Donc Hakima, pour mercredi prochain. Inch'Allah, si vous êtes d'accord. D'accord. À quelle heure, s'il vous plaît? Ça sera 9h30, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, merci. Merci à vous, hein. Merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci, Hakima. Merci bien, madame. Dr Google. Dr Google. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Oui, docteur, yatikoum saha pour l'information. Vous avez... Écoutez, Dr Google, apparemment, je ne sais pas si les médecins n'ont pas pu vu les diapos. Voilà, on va refaire Ils n'ont pas vu les diapos? le partage et les faits. Donc, Oui, je on sais. fait le défilement. Voilà la première diapo, c'est la deuxième. Bien sûr, on va rajouter d'autres sessions de formation. On va programmer d'autres. Inch'Allah, ça ne sera pas la dernière session de formation. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour cette session, on va clôturer, je pense. Vous avez terminé le tout. Oui. Il n'y a pas de questions sur le chat, je pense. Avec des soucis à propos de diapo, je pense. Si vous voulez envoyer la présentation sur le chat, vous pouvez insérer votre communication. Apparemment, c'est les photos qui les intéressent, c'est les cas cliniques. Mais ça, je n'ai pas encore fait cette partie. La prochaine fois, docteur Bouga. Ok. Ok, on va faire une session pour les cas cliniques. C'est-à-dire coller ou sceller. Quand est-ce qu'il faut coller, quand est-ce qu'il faut sceller. Voilà. Les cas cliniques. Voilà, pour les cas cliniques. En fonction des critères de sélection, en fonction du cas clinique. Et c'est là où on a les cas cliniques. Très bien, merci. Merci beaucoup, docteur Bouga. Merci beaucoup, yatikoum saha. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, portez-vous bien et bonne journée. Saha mdakum, saha. كل عام وانتم بخير ان شاء الله بوس. Allah, salam. سلام. لازم نشوف الفيلم بعد ما كان jeune. بعد عاود جات هذيك الغنى مع معشر. Recording stopped. Si vous voulez une présentation, Sim, fazer então, beleza. c'est des commentaires après, des débats après. Ah, ok. Tem uma. C'était ça fait pour une pièce ça ça va. بدي كان حدا فاش. بدي أكون سامبا في الدفتر. je vais excusez-moi. C'était à propos des diapos. Donc il n'y avait pas de question. Des questions. Ça sera, puisque la deuxième partie, pas que ça sera la semaine prochaine. Hein? Dimanche prochain. هي تبعتكم كل شوف معكم يسوي شوف مع المينيستير. C'est la coordinatrice.